Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Donc Voilà Quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Là, je suis avec Verino, encore, again, toujours. Donc là, c'est la deuxième partie de la grande conversation que j'ai eue avec Verino. Bon, vu que sûrement vous venez d'écouter la première partie, je ne serai pas très bavard. Et donc je vous laisse écouter la deuxième moitié avec Verino. Bonne écoute. Bon, en revenant un peu, pas. Donc, t'as fait combien de spectacles, en fait? Parce que t'as fait un avec Juste pour rire, en fait, et t'as un peu changé complètement le spectacle. Dans toute l'histoire, c'est très très marrant. J'ai fait mon premier spectacle en 2005 qui s'appelait La vérité sur la bouche d'Olivier Balestriero. Non, ça s'appelait même La vie à 5 ans à l'époque. D'accord. C'était un spectacle pour enfants, pour adultes. Là pour le coup, j'avais étudié le truc. Je m'étais dit bon, alors il y a du stand-up, il y a des sketchs, il y a des machins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement retrouver cette espèce de rire enfantin. Ouais. Et mais dans un truc intelligent. Bon, c'était chouette. Ouais. Mais clairement, c'est là que je me suis rendu compte qu'à la fin, j'avais plus de rire dans mon discours de remerciement. Je me suis dit ok, je vais faire autre chose qui m'amuse plus. Ouais. Parce que personnage, déjà, je suis extrêmement paresseux et me balader avec toutes mes affaires dans mon sac à dos, ça m'emmerdait. Ouais. Et donc du coup j'ai écrit les prémices du spectacle du théâtre de 10 heures qui s'appelait donc La vérité sur la bouche d'Olivier Balestriero. C'est là que j'ai décidé de changer de nom, de m'appeler Verino parce que c'était trop compliqué mon nom. Ouais. Personne n'arrivait sur mon site internet. Et comment t'as trouvé Verino? À cause d'un golfeur qui s'appelle Severino Ballesteros. Enfin qui s'appelait, il est mort maintenant. Ouais. Et du coup Balestriero, Ballesteros, ça a toujours été, les gens qui écrivaient mon nom se trompaient toujours en mettant Ballesteros. Ouais. Et du coup je me suis dit c'est quoi comme origine? Alors lui espagnol mais moi d'origine italienne. D'accord. Mais de très loin. Suffisamment loin. Il y a toujours un italien pour me parler en italien et faire genre et que tu dis bah non en fait je parle. Bon parce que aussi le nom Verino ça fait très italien. En plus ouais. Et je voulais garder aussi cette entité là parce que c'est vrai que c'est et puis j'aime bien les sonorités en haut. C'est chouette. Et donc ça c'était le spectacle que t'as fait au 10 heures. C'est le spectacle que j'ai fait au 10 heures mais en même temps tu le sais comme moi ça évolue tellement. Moi je pense que mon premier spectacle entre ma première date au théâtre de 10 heures et l'Olympia 5 ans plus tard. C'est le 4 même ans plus tard, ouais. Mais c'est le même titre voilà. en mais fait. En gros il y a 10% qui sont communes qui sont communs, enfin 10 minutes. Et donc quand est-ce que tu écrivais à l'époque tout seul? Ou tu écrivais j'ai toujours écrit tout seul sur mon one man. Non, j'ai pensé que tu as dit que tu as travaillé avec Greg. C'était en télé, je bossais avec Greg. Okay. Mais sur scène j'ai besoin de responsables. Alors maintenant je travaille avec une équipe, je travaille avec Aude Galliou que tu connais j'imagine. Qui? Aude Galliou. Oui, bien sûr. Et qui connaît mon exigence et du coup qui peut m'appuyer dessus, me dire tiens mec ça fait 3 fois que tu bafouilles, est-ce que t'as un problème avec cette vanne? et puis mon metteur en scène Thibaut Evrard qui est aussi un pote et qui c'est de la mise en scène de bière quoi, c'est-à-dire qu'on s'assoit à la table, on discute beaucoup et mais au final c'est plus un coup de main que de la vraie coécriture. C'est que pendant l'écriture on discute et on se dit attends quel est le but de ce truc là. Et mais ouais, moi j'aime bien être à l'origine et être au final aussi. T'es dépendant de personne en fait. Du coup quand tu montes sur scène, tu montes avec tes burnes. Tu montes pas en disant bah ouais mais c'est pas de ma faute. Il a écrit un truc nul. Donc voilà. Et donc le premier spectacle, je pense que je dois avoir 6 heures en tout. Et j'en ai joué 1,5 au théâtre à l'Olympia. Et puis là, le nouveau spectacle, depuis 1 an, se fait. Il a existé à Avignon. J'ai fait Avignon en impro. L'été dernier. Ouais. 2013. L'été d'avant, 2013. Ouais. Et parce que pareil, il a peur, quoi. C'est-à-dire quand t'as fait l'Olympia, le lendemain, t'as 2 choix. T'as vraiment 2 chemins. Soit tout de suite, je réécris quelque chose d'autre. Soit. Je vais continuer après mon spectacle, en partir en tournée, garder. Et je voyais tout au bout du chemin cette espèce de matelas confortable de je peux encore vivre 3 ans avec mon spectacle. Et comme de toute façon grâce à la télé j'étais un peu connu en province, je peux vivoter tranquillou. Mais par contre j'aurais jamais passé le cap du dessus. Donc j'ai directement le lendemain de l'Olympia commencé à me remettre dans l'écriture pour le nouveau spectacle parce que j'étais terrifié en fait. Parle-moi de Olympia. Mais c'était magique. Tu l'as loué toi-même. T'as pris non, alors je l'ai pas loué moi-même. L'histoire, c'est que voilà, c'est de là qu'on est parti. C'est très drôle. C'est que je me suis retrouvé dans la même situation que avec Louvain. Je suis allé voir un producteur en leur disant qu'est-ce qu'on fait.
En fait, c'est pas vraiment ça. C'est que je suis allé voir un producteur en leur disant je vais écrire un nouveau spectacle. Je pense que tous les trucs de mon ancien vont arriver à terme dans 1 an et demi à peu près. Ouais. Je pense que c'est bien, les histoires elles étaient intéressantes là, mais le métier même évolue et j'ai envie d'être parmi les pionniers dans... voilà. Donc je leur fais savoir que j'ai envie d'écrire un nouveau truc. Ouais. Et leur réaction ça a été oui, bah c'est cool. Et je me suis dit ok, donc il y a un problème. Parce que moi mon dernier je peux pas le finir après 70 dates au temple dans la salle de 100 places, tu vois, tu peux pas te terminer là et faire bah ça y est, c'était mon premier spectacle. Moi, mais tu pouvais faire une captation au temple quand même. Je pouvais faire une captation, mais j'avais envie de un feu d'artifice, pour moi ouais, pour moi si on passe un cap, en plus pour moi c'est un métier de presque mensonge, c'est-à-dire qu'on a la capacité d'écriture et du travail derrière, mais il faut savoir parfois il y a le faire savoir et le savoir-faire. Le savoir-faire on l'a tous, on est plein. Maintenant le faire savoir, il faut savoir taper à des bons moments. Or au moment où je pense qu'il est possible que j'écrive mon nouveau spectacle pour dans 1 an et demi, c'est-à-dire une fois que le Ondar sera terminé, arriver avec un nouveau direct, parce qu'on voit bien comment l'émission va évoluer, je me dis mais j'ai quand même 1 an et demi de télé, je vais pas pendant 1 an et demi rien branler quoi. Donc avec mes producteurs, je me dis le truc le plus intelligent à faire, c'est quand même de finir de louer une cigale, c'est 900 places, ça fait 6 mois que je suis pas sur Paris. Je pense qu'on peut remplir, on va peut-être pas faire complet, hein, mais en attendant, on a de quoi remplir une cigale et établir votre artiste. Donc, je vais pas vous apprendre votre travail de producteur, mais si t'arrêtes ton spectacle au Théâtre du Temple, il y a très peu de chances que le spectacle d'après, tu le démarres ailleurs qu'au Théâtre du Temple. On peut aussi essayer de monter les étapes, et puis faire un coup de bluff sur une cigale et y arriver, ça peut être beau, ça peut être et puis ça peut moi me permettre de faire une capta, ça peut me permettre de vendre le DVD plus tard, de garder des bonus pour les DVD d'après, j'en sais rien, mais en tout cas c'est quelque chose qui me semble indispensable. De même montrer qu'on est capable d'arriver à une belle salle, de tenir un beau plateau. Enfin, c'est quelque chose, tu peux pas faire On ne demande qu'à en rire en faisant que de la tournée et puis ne pas exister quoi. Et au moment où je leur dis ça, ils m'ont dit oui, bah t'es gentil, mais mec, là au niveau pognon, on n'est pas, c'est la crise et tout ça. Donc je leur ai dit bah c'est pas grave, écoutez, moi si vous le faites pas, je le fais. Donc j'ai décidé de le faire tout seul. J'ai commencé à réfléchir à mes trucs, mis en place pour une cigale, ça va nous coûter tant. Mais tout ça me semble risqué, mais en même temps, tu sais, c'est les risques où des fois tu dis bah ouais, mais tu paries beaucoup. Tu peux gagner beaucoup, mais tu peux perdre aussi. Mais si tu perds finalement, bah toi et moi on est bien placés pour savoir que quand on perd pas tant de choses que ça, parce qu'un échec finalement c'est jamais bien ancré quoi. Bon, ça c'est une chose. Au moins tu as essayé, qui est le meilleur cadeau possible, mais aussi même en parlant de finances, même si il faut 400 personnes pour t'en as 300, tu perds, mais tu perds pas non plus complètement toute la journée. C'est pas d'un coup les huissiers qui viennent. Tu peux les... Qui enlève ton enfant. C'est ça. D'autant que moi j'étais en télé en plus, donc je gagnais de l'argent avec le demande qu'à en rire, j'avais de l'argent de côté. Donc cet argent-là, je pouvais m'en servir, soit pour m'acheter un appart, enfin m'acheter un appart, d'avoir que les gens d'avoir le prêt pour... d'avoir le prêt pour... d'un coup, putain d'accord, et on va faire Honda. En tout cas voilà, cet argent-là il me permettait d'avoir de l'avance pour pouvoir louer la salle et pouvoir me dire bah si je perds, bah je perds, mais ça va pas me faire mourir quoi. Et puis à des moments où j'ai démarré ce truc-là, j'en ai discuté avec mon agent qui s'appelle toujours Gilles Morin d'ailleurs, parce que lui il est pas mort, qui était producteur en Belgique et qui avait créé une idée comme celle-ci avec comment il s'appelle, Dan Gagnon. Dan Gagnon qui est un stand-upper québécois que j'aime vraiment beaucoup d'ailleurs, son nouveau spectacle qui a un podcast aussi, le Comedy News Weekly, et qui a pris ce risque-là, lui, de louer alors pareil, pas sur ses fonds propres mais avec son producteur, le Cirque Royal en Belgique qui fait 2000 places et avec le démerde-toi pour y arriver quoi. Et puis j'appelle Dan, je dis bah moi j'ai en France l'opportunité de faire la même avec un Olympia et je veux avoir ton avis déjà, est-ce que c'est faisable, comment tu vois les choses, est-ce que toi tu vas pas te sentir dépossédé non plus parce que tu vois moi je veux pas piquer ton idée et on en parle beaucoup et évidemment lui c'est un mec qui avance et il se pose pas ce genre de questions quoi, donc fais ta merde, on s'en bat les couilles. Et au final on a deux projets qui sont très très différents parce qu'on n'était pas, lui était vraiment pas identifié du tout, donc ça a été un coup de projecteur. Moi au contraire ça a été le but de... t'avais une réputation déjà
Le but, c'était de faire l'Olympia et de trouver un moyen pour le faire intelligemment. Ouais. Et au final, je suis ravi. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée réellement sur scène. Ouais. Mais au niveau artistique, ça m'a bouleversé ma vie parce que... Mais même, j'ai compris des choses dans la mise en place de cet Olympia, parce que j'avais 50 jours pour le remplir, que je me suis retrouvé seul au monde, vraiment seul au monde. C'est-à-dire que là, parce que ton producteur, du coup, ne t'a pas suivi. Mon producteur, il a payé la salle et il m'a dit tu te démerdes. Et même j'ai dû lutter contre, parce que lui au fur et à mesure me disait ça va pas être plein, il faut qu'on mette des invites. Et je leur disais mais jamais de la vie vous faites ça, parce que on se trompe de projet si vous mettez des invitations. Nous l'enjeu c'est que ce soit que du payant. Je préfère avoir des sièges vides plutôt que on sache que quelque part il y avait des invitations. Je serais, mais vraiment, moi j'ai acheté les places pour mes parents, j'ai appelé l'Olympia en disant je veux 2 places pour Monsieur Balestriero. Je voulais que les gens respectent ce truc-là. On a créé des règles, on les respecte. Et je me suis vraiment battu. Donc ça a été un poids en plus mes producteurs pour ça. Ça a été un confort terrible aussi parce que j'ai pas eu à me soucier des fiches de paye de tous les techniciens. Donc faut aussi relativiser, mais mine de rien, t'as des choses à penser qui sont... Et comment t'as fait la pub? J'ai vu que t'as fait une vidéo sur YouTube. Des vidéos chaque semaine, et puis Twitter, Facebook, et puis j'avais de la chance en parallèle d'avoir cette expo télé dont je me suis servi. Finalement, j'ai eu que deux passages, parce que j'ai mal calculé mon coût. L'Olympia devait se faire le 13 janvier et j'ai 50 jours avant pour démarrer. Seulement au moment où je démarre, c'est le dernier épisode de On ne demande qu'à en rire sur 2012. Parce qu'il y a les vacances et tout ça. Et donc en fait j'ai un sketch au début et un sketch à la fin. Le sketch au début je l'ultra plante comme jamais tu peux planter un sketch. Mais vraiment, je fais le pire sketch de ma life, c'est n'importe quoi, et derrière j'annonce que j'ai l'Olympia. Donc c'est ridicule. T'es au sommet du ridicule, quoi. Y a pas mieux que de dire voilà, je viens de faire de la merde, venez voir. La loose, quoi. Mais au final, 50 jours de bataille, 50 jours à communiquer le plus possible, à faire des vidéos de la meilleure qualité possible pour que les gens soient fiers de la diffuser, pour que les gens soient fiers d'acheter leur place, parce que c'est dans cette dynamique qu'il fallait mettre le public, que les gens se disent mais bien sûr je l'achète parce que j'ai envie d'en faire partie. Et c'est ce à quoi on a abouti en fait. C'est le jour déjà on l'a rempli. Donc blindé, 100% de payant la veille de la représentation. Donc déjà tu dors sereinement. Et le lendemain, tu viens, il y a ton nom sur la façade, il y a ton fils qui est avec toi sur le plateau au moment où tu fais les balances. Et puis la salle se remplit, puis t'entends l'ambiance, quoi. T'entends que les gens ils sont là. C'est pas juste on va voir Verino, c'est putain, le mec il a réussi. Et je suis monté sur le plateau avec d'emblée tout un public qui dit respect. Et ça, c'est rare. Après, t'es Gad Elmaleh, ils te respectent pour l'ensemble de ta carrière, mais là... Non, mais là, c'était un coup de bluff que t'as fait qui est vraiment admirable. Et puis d'un coup, au niveau professionnel, tu dis aux gens, on peut se passer de vous, aux producteurs. Tu leur dis, les mecs, moi, quand vous mettez pas votre nez là-dedans, je remplis un Olympia. Donc là où vous vouliez me laisser tomber il y a quelques mois, au final... heureusement, et puis tu fous une claque au producteur, mais tu fous une claque à toi, artiste, de dire mec, en fait il y a que toi qui peux faire bouger les choses, il y a que toi. Et au niveau créatif aussi, où je me retrouve en plein milieu du spectacle, à un moment j'ai ma langue qui fourche et je bégaye sur un truc. Je parle de un moment où je suis au resto avec ma copine, et puis le mec m'apporte la cacarte des vins et je me rends compte que je dis cacarte. C'est la cacarte des vins. Mais je te jure, ce moment précis, le moment le plus important de toute ma vie scénique, le moment où t'as les deux choix, le moment où soit t'ignores et on coupe au montage, soit tu dis la vérité et t'es à l'Olympia et voilà. Et donc je m'arrête et j'en joue. Alors je faisais beaucoup d'impro, mais là quand t'es à l'Olympia, ton impro t'en fais, tu la limites, quoi. Et sauf que là, du coup je pars en impro sur le oh putain la vache, reste toute la pression qui monte, c'est ridicule, la carte des vins, j'ai l'impression d'être un vieux DJ, salut à tous, et en fait la salle explose parce que l'impro elle est juste, et c'est parti pour la carte des vins, et bim. Et en fait c'est ce moment là où d'un coup, clairement je savais théoriquement qu'il fallait toujours dire la vérité, mais là à l'Olympia, au moment le plus important de ma vie, avec des caméras qui tournent et une seule chance de faire un DVD. C'est-à-dire que là, si ça merde, s'il y a une caméra qui tombe en panne, le DVD n'existe pas, donc t'es au... Et je vais pas en faire demain d'Olympia, tu vois, je sais pas, 3 jours, on est vraiment... Et au final, c'est une réussite et c'est génial. Et ça m'a aidé, moi, une fois que j'avais
entériner ce spectacle, à écrire le nouveau. Parce qu'une fois que le DVD est présent, t'as pas envie de jouer des sketchs qui sont déjà dans le DVD, parce que les gens, ils rigolent moins. Même pour toi, je pense que quelque part, c'est tellement une belle manière de finir, de clôturer que... Mais alors putain, après tous les mois de oh putain, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Les gens vont découvrir qu'en fait j'étais capable d'écrire qu'un seul spectacle. Les gens vont le voir, c'est obligatoire, je suis nul. Je suis devant ma feuille, j'ai rien, c'est de la merde, je suis paniqué, j'y arrive pas, j'avance, tout est facile, j'ai rien de réfléchi, j'ai rien d'intelligent. Et puis finalement tu te refais un truc, puis finalement le spectacle que j'ai maintenant il est meilleur que celui que j'avais à l'Olympia. Je suis tellement heureux de ça. Mais tu réapprends à travailler, tu réapprends à tout quoi. Mais c'est maintenant que ce métier est vraiment important, je trouve. Ouais, là, depuis quand tu as ce nouveau, ça fait 1 an que tu as Ça fait 1 an, j'ai démarré en octobre dernier à l'Européen. D'accord, donc tu es encore plus fier de ce spectacle-là. Je suis encore plus fier parce que, ce que disait Louis C.K., j'ai creusé une étape en dessous. J'ai encore fouillé un peu plus. Et celui que j'attends avec impatience, c'est le 3e en fait. Pourquoi? Je pense qu'il sera encore un level au-dessus et que du coup, petit à petit, je peux me dessiner une vraie expertise de stand-upper. Petit à petit, je fais des choix qui sont des choix artistiques en fait. J'ai fait beaucoup ce travail pour plaire. Et là maintenant, la chose s'inverse. Maintenant, j'ai le luxe que je me paye en ayant du public et des gens qui payent pour me voir. Le luxe que j'obtiens de ça, c'est pas de me dire c'est normal, il me kiffe et je vais continuer. Maintenant, je vais faire exactement ce que je veux. Et maintenant qu'il y a assez de gens pour venir, je vais les convaincre parce que ça va être mortel. Donc j'ai ce devoir que ce soit mortel, mais par contre, j'ai cette liberté de me dire je vais aborder des sujets qui me plaisent. Je suis pas obligé de taper large. Mais pourquoi tu parles de 3e tandis que là, dans le 2e, parce que j'ai amorcé un truc. Si le 2e déjà, mais pour moi le 2e il est sur un pivot. Et même dans ce 2e là, j'ai un split au milieu du spectacle où on est au démarrage du spectacle pas très éloigné du premier parce que au niveau du style et en fin de spectacle quelque chose d'un peu plus couillu quoi, un peu plus burné, un peu plus je sais pas comment dire ça, je dirais presque un peu plus stand-up en fait, un peu plus libre, un peu plus osé, des choses que je me permettais pas avant. Et donc tu sens quelque part déjà à quoi va ressembler le 3e. Et puis même dans les histoires que je commence à écrire, tu vois cette histoire de je suis au restaurant avec ma femme et on n'a pas fait l'amour depuis 2 ans, mais là il y a le texto qui part. C'est des histoires qui deviennent des histoires et plus des blagues. Et la drôlerie elle sort pas du fait que j'ai une règle de 3 ou que tu sais le fameux j'ai mangé des pommes, j'ai mangé des fraises, j'ai mangé des pneus et que le 3e fait rigoler. J'ai plus de blagues en fait. Donc c'est vraiment Louis C.K. t'influence pas mal en fait dans ce sens-là. Il m'impressionne beaucoup. Il m'impressionne tellement que du coup je suis comme un enfant quand je me dis waouh, le mec il fait rire sans blague. C'est extraordinaire, il fait rire avec des idées. C'est tellement un level au-dessus. C'est tellement fort, c'est tellement mais j'ai la même admiration pour Yacine par exemple. Yacine Bellous qui je trouve fait rire sans blague pareil. Tellement fort. Et il est très fort et c'est bizarre parce que il est pas le plus connu, mais tu vois, même en faisant plein de podcasts, souvent il est le préféré de plein d'humoristes. Il est extraordinaire. Mais c'est en ça que je dis que le public est pas encore tout à fait prêt. Et Yacine, c'est un mec qui est tellement fort. Je pense, là, c'est le vieux skater, c'est le vieux mec. Dans 10 ans, il sera là et tout le monde va le regarder en faisant ce mec est un génie. Et nous, ça fait 10 ans qu'on le sait. On le sait tous, on sait qu'il est tellement fort. Parce que, et pareil pour Makar, c'est des mecs qui sont là, c'est des mecs qui creusent la terre, quoi. C'est des artisans, c'est des types qui sont dans l'amour, dans l'art pur. C'est des mecs qui font pas de l'humour, ils font autre chose, quoi. Ils font du stand-up, quoi. Et tu ne mets pas dans cette catégorie quand même? C'est dur de m'y mettre moi-même d'emblée, de te dire je fais partie de cette... Non, mais je veux dire que t'es quand même un artisan, tu es là pour la passion, mais je crois que je travaille une liberté que j'ai pas par rapport à eux.
Et c'est pour ça que je dis que j'attends le 3e. C'est que petit à petit, moi j'ai eu besoin de validation, quoi. J'ai eu besoin de l'aval de mes parents. Tu vois ce que je veux dire? Eux, c'est les mecs, Yacine et Alexis pour le coup. Peut-être que je me fais des idées encore, mais en tout cas, c'est comme ça que je les vois. Pour moi, c'est des mecs, ils y vont et ils ont peur de rien, du tout. Ils ont peur de rien. Il y a rien qui les arrêtera. Il y a même pas la thune, même pas. Il paye pas son loyer, il paye pas son loyer. Il dort sous les ponts, il dort sous les ponts. Je sens que pour moi, ces deux types-là, c'est des mecs. Il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, c'est deux dont on parle maintenant. Qui vient à l'esprit. Où tu te dis, mais en fait, Shirley arrive là-dedans aussi. Et c'est des où Redouane Arjan avait aussi ce truc-là où tu te dis, ils ont tellement peur de rien qu'ils sont concentrés sur leur création. Et moi, pour m'enlever la peur de quelque chose, il faut que je règle ce truc-là. Je peux pas ne pas avoir peur je peux pas simplement occulter. Et je dis pas qu'ils peuvent le faire. En tout cas, je sais que moi, je ne pourrais pas aujourd'hui me dire, tant pis la thune. Non, il faut que j'en ai suffisamment de côté pour me dire, tant pis la thune pendant 1 an. Voilà, là, j'ai une... Mais aussi, comme tu as dit, c'était peut-être l'envie de plaire était plus ancré chez toi que d'autres, parce que moi c'est bien ancré, bien sûr. Moi justement j'ai cette bataille dans ma tête. Pourquoi, tu vois, je sais très bien théoriquement que il faut lâcher complètement un spectacle pour avancer et tout ça, mais j'ai toujours du mal. C'est comme je suis devant le vide, j'hésite toujours. Et parce que oui, quelque part il faut que je m'avoue que oui, je suis peut-être pas prêt, je suis trop dépendant sur un certain type de rire ou de reconnaissance peut-être, you know, mais alors pourquoi on a cette dépendance là? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à passer le cap du dessus? Comment ça se fait que il faut qu'on arrive à devenir ces artistes pleins, justement? Et tu parlais de Bouddha. Le mec le lâcher prise, quoi, en fait. Le lâcher prise, mais soit on arrive à lâcher prise de manière simple, c'est-à-dire que j'en parlais beaucoup avec Donnell Jacksman. Quand je lui disais écris un nouveau spectacle, tu vas voir, ça va te faire un bien fou. Et mais tous les humoristes, en fait, j'ai envie de dire, mais jetez votre premier, mais direct. Pourquoi on perd du temps? Et le premier spectacle, il devrait faire 2 ans, on le jette à la poubelle, c'est tout. Et après, il y a toujours des producteurs pour dire oui, mais attends, parce qu'il faut le faire évoluer, le bouche-oreille. Fermez vos gueules, arrêtez, laissez-nous gratter. Il faut que tous les 2 ans, on coupe complètement et qu'on jette à la poubelle. C'est nécessaire en réalité, parce qu'on change. On change. Voilà. Et donc, moi, quand j'ai écrit mon nouveau, d'un coup, je me suis dit, en fait, déjà, je suis capable de faire et tout ça. Mais ce que me disait Donnell, il est pas le seul, c'est mais toi, tu l'as fait ton DVD. Et parce que c'est ce que je t'allais dire. C'est ça, en fait. C'est moi, je sens que j'ai pas allé au bout de ce spectacle-là, le premier. Mais finalement, moi, j'avais ce besoin d'aller jusqu'au bout. Et avec le recul, maintenant que je l'ai fait, je me dis non, en fait j'aurais pu gagner du temps. J'aurais pu jeter, mais on me demande qu'à en rire qui m'a poussé à ça aussi. Il y avait des tas de trucs géniaux que je jette à la poubelle. La semaine d'après tu refais un nouveau sketch, alors que nous on est accrochés comme des mollusques. Parce qu'on a peur, c'est la peur de ne plus retrouver l'inspiration qu'on a eu. Parce que moi je faisais des chroniques à la radio et c'est le même exercice. C'est chaque semaine il faut reproduire produire quelque chose de nouvellement complètement aussi, nouveau. Et des fois quand une chronique a bien marché, tout de suite je voulais pas la lâcher, je voulais comment je peux le mettre dans mon spectacle. Exactement. Et des fois c'était forcé parce que c'était et que ça marche pas du tout, ça marchait dans cette chronique là ou alors ça peut marcher. Moi je sais qu'il y a des trucs dont on demande qu'à en rire, justement, que j'ai gardé, des phases de 45 secondes que j'ai gardé dans le nouveau spectacle parce que des fois aussi, mais il y a plein de choses qui ne marchaient pas. Il y a des choses que je pouvais et moi il y a des choses, ce que je veux dire, c'est que du coup j'ai pris les choses et je me suis dit comment faire pour trouver une histoire qui assemble ces choses là, alors que justement quand j'avais mon ancien spectacle il fallait tout casser ou y rajouter un truc qui avait rien à foutre au milieu. Là, comme j'étais dans la création d'un truc totalement neuf, je pouvais me servir de mes anciens trucs sans que ce soit pas dans le ton. Et du coup, moi, ça m'a fait chelou là d'avoir un spectacle dans lequel le ton est globalement, je sais pas comment dire ça, sur 1 heure complète, il n'y a pas de bizarrerie. J'avais moi des sketchs qui dataient de 2005. D'accord. Alors c'était pas de l'incohérence totalement mais j'avais des sketchs qui dataient de 2005 et des sketchs qui dataient de fin 2000, de mi-2013 quand j'ai fait l'Olympia, de mi-2012 du coup 6 mois avant. Et l'écart de qualité entre ce machin qui marche et ce machin
qui est 1000 fois meilleur, Oui. bah il est incroyable quoi. Ouais. Et ce machin qui marche, j'arrive pas à le lâcher parce que c'est mon démarrage et que c'est comme ça que ça fait des. C'est un côté nostalgique. Ouais. En fait, faut le poignarder. Ouais. C'est Alexis qui m'avait dit ça un jour. Kill your babies. Ouais. Ah, c'est ça. C'est ça, vraiment. Et ou alors faut trouver un moyen de faire une date exceptionnelle parce qu'on a moi j'ai tapé très haut sur l'Olympia évidemment quoi. Mais en réalité. Bah, je pense que tu peux aussi te louer un Européen qui fait 300 places, faire des choses. Alors, c'est tout le problème de mettre tout ça en place, c'est qu'un Olympia, il y avait ce côté magique, le côté du waouh, putain. Est-ce qu'un Européen, j'aurais eu cet impact-là? Est-ce que les gens auraient été aussi présents? Est-ce que ça aurait été. Ouais, non, c'est vrai que l'Olympia, c'est l'unique, quoi. C'est incroyable, quoi. Mais la trouille que t'as juste après, c'est de te dire c'est peut-être mon dernier. Ouais. Et du coup, j'en ai plus rien à branler. Ça se trouve, j'en ferai pas d'autres. Ouais. Ça me dérange plus du tout. C'est drôle que t'avais plus le trac après qu'avant. Ouais. Ah, ça m'a terrifié. D'un coup, bah, on en a vu des artistes, hein, même des humoristes qui ont fait l'Olympia et derrière ils ont disparu. Ouais. Maxime. Maxime c'est le meilleur exemple, c'est un mec qui a explosé à un moment, je sais pas si non, je connais pas. Maxime dont je parle, c'est un mec qui avait fait un sketch, un vrai tube à la télé en 1995, 19, dans ces eaux-là quoi. Donc c'est sûr que je le connais. Peut-être 2000. Mais en tout cas, il avait un sketch qui avait béton quoi. Un mec qui faisait le videur dans une entrée de boîte et ça a cartonné. Et il est monté très très vite jusqu'à l'Olympia. Et après l'Olympia, bah, il a fait un deuxième spectacle, mais qui était. C'est le problème des étoiles filantes, c'est que ça file vraiment. Donc faut pas être une étoile filante en fait, c'est pour ça qu'il faut créer beaucoup. Et donc là t'es à l'Européen? Là non, j'étais à l'Européen l'année dernière. Ensuite on a eu Comartin entre janvier et mars. Et là on viendrait attaquer depuis début septembre au Grand Point Virgule, qui est une salle merveilleuse. Oui. Ouais. Vraiment, il y a deux salles. Il y a deux salles, Moi, je suis dans celle de 230. Ouais. Il y a une 230 et une 450. Ouais. Et 450, 5 fois par semaine. Ça fait donc t'es là 4 fois? Non, je suis dans la petite 4 fois. Ouais. Ah, d'accord, bon, 4 fois déjà, Oui, déjà, c'est beaucoup. On a 1000 billets à vendre par semaine. C'est un truc. Et tu animes aussi un plateau? Et j'anime aussi un plateau le mardi soir qui s'appelle l'Inglorious Comedy Club. Qui est exactement quand je joue. Donc, merci beaucoup. Moi, je joue le mardi 21h30. Ouais, bah, c'est exactement le truc. Ça, c'est mort. En plein dedans. Mais tu joues. Donc, c'est au 10h? C'est au théâtre de 10h. Ouais. Et ça, c'est un jeu. Ça n'a pas remplacé le comedy strip qui existe toujours? Oui. Alors, c'est plus Kéron, c'est ça? Kéron n'est plus là. Kéron a quitté la boîte de production Juste pour rire. Et le comedy strip appartenait à Juste pour rire. Mais, donc moi, Juste pour rire m'a proposé de reprendre le comedy strip. Moi, je suis très pote avec Kéron et je lui ai dit, j'aurais dit, je prendrais le comedy strip si Kéron me file les clés, quoi. Ouais. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit moi je pense que le comedy strip doit pas mourir. C'était un truc génial. Ouais, ça marchait très bien. Je suis chaud pour reprendre les rênes et même j'ai envie de monter un plateau. Donc soit je récupère le comedy strip parce que toi tu me donnes ton accord et on déconne là-dessus. Et on se fait un truc, une remise des clés, c'est une vidéo à la con. Et puis le comedy strip devient quelque chose de passe dans le temps. Soit t'es pas ok et dans ce cas-là je l'intègre vraiment et je ne présenterai pas le comedy strip sans ton accord quoi. Et puis il me dit ouais ça me fait chier. Je le comprends vraiment parce que le comedy strip est une marque Juste pour rire mais c'est Kéron qui en a fait ce qu'il est devenu. C'est sûr. Et pour autant, moi j'avais envie de poursuivre là-dedans. Je m'étais éclaté quand je l'avais remplacé, Kéron justement. Quand je l'avais remplacé au Comedy Strip à la présentation, je m'étais vraiment marré. J'avais envie de monter un plateau, quoi. Et du coup, j'ai monté ça, et je le produis tout seul, quoi. Je loue la salle, je fais. C'est vrai? Ah, ça, je savais pas. Ouais, je fais tout seul. J'ai monté une boîte de prod avec ma femme. Ah oui, et cool. On fait avec nos petites mains. Et donc mardi, t'as le plateau. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, t'as ton one. Au théâtre de 10h, Ah oui. Et dimanche et lundi, il y a toujours des trucs, toujours des plateaux, toujours donc finalement, là j'ai très peu de jours de repos. Tu vas plus au resto avec ta chérie. C'est terminé. Mais non, maintenant ça a évolué parce que cette année on s'est permis ça justement. Elle travaille avec moi maintenant. C'est cool. Et ça c'est sublime ici. C'est drôle que tu dis ça parce qu'en fait, là, cette rentrée, j'ai écrit une pièce avec ma chérie. On joue tout le jeudi. C'est une excuse d'être ensemble. C'est au théâtre Montmartre Galerie. Ok, je vois. Ouais. Tout le jeudi à 21h30. Et ça s'appelle Jeune couple cherche public. Excellent. Donc c'est sur un couple de comédiens. Et donc c'est très théâtre dans le théâtre. Et c'est génial. Et t'as vu quand tu bosses avec ta femme comme ça te soulage? C'est cool. Mon Dieu. Et on bosse bien ensemble.
En plus, ça c'est cool parce Ouais. que ça peut aussi. Bon, on se prend la tête aussi, mais le produit, c'est bien, on est content. Et toi, tu joues ton one, c'est à 20h, 21h30, tous les jours 21h30. Ok, donc oui, tu peux. Non, Je peux jamais te voir, tu peux jamais me voir, c'est génial. Et on va prolonger longtemps. Est-ce que tu as une bonne anecdote de le pire bide? J'en ai pas mal, hein. En fait, je les retiens vraiment bien, les bides, hein, comme Ouais, nous tous. Hein. ouais. Quand on a un, tu te le prends. Et tu le prends vraiment bien. Je crois que une belle anecdote, on était avec Donnell et Kian. C'était un congrès de vendeurs Volkswagen. Oui, Ça ça s'appelle. commence bien. Ouais. Il y a que des mecs, que des vendeurs Volkswagen, que Ouais, des mecs qui ouais. sont. En plus, ils ont eu un open bar à 19h, je crois, et Ouais. nous, on joue entre l'entrée et le plat. Le plat et le fromage, Ah, le ouais. fromage et le dessert. Ouais. Et c'est Hanouna qui présente. C'était en 2010, je crois. Oui. Et donc personne n'est quelqu'un. Si tu veux, moi je suis jamais passé à la télé, Donnell non plus, Ouais, Kian il a pas fait bref. ouais. On était trop de balles. Et t'as Hanouna qui était pas non plus sur. Ouais. Voilà. Mais Hanouna s'en sort super bien. Il y a ce truc de. Le charme, ouais, ça ouais. passe, c'est Ouais. cool et c'est mal. Mais nous on est encore un peu. Et si tu veux, pendant que Donnell passe, les mecs font des bruits de singe. Déjà tu te dis ça sent mauvais. Ah ouais. Ça sent mauvais. Ah, oui, ouais. Je sais pas si j'ai envie d'aller jouer. Et moi, je passais en dernier en plus. Donc, pendant tout le repas, ils avaient encore l'opportunité de se remplir leur verre, quoi. Mais Donnell s'en sort bien. Il arrive, malgré tout ça, à déconner avec le truc et Ouais. ça marche. Kian, il avait un numéro qui était visuel et sonore, donc ça passouille. Ouais. Et moi, j'arrive derrière et c'est pareil, quoi. Ça passouille, mais gras. Ouais. Et puis à un moment, j'entends un mec qui gueule, c'est pas drôle. Oh. Et ça, tout le monde le sait. Ouais. Quand tu sais que t'es pas en train de faire un carton Ouais. et qu'en plus il y a un mec qui crie c'est pas drôle, Ouais. Il n'y a rien. t'es complètement d'accord avec lui. Ah ouais, c'est clair. T'as juste envie de dire bah c'est clair, je suis complètement d'accord avec toi. Seulement, j'avais pas l'expérience que j'ai maintenant et au moment où il me dit ça, j'essaie déjà, j'entends mal parce que j'ai un gros micro Ouais. et je lui dis pardon et Ah, ça parle pas. ouais. Je recommence dans mon sketch. Puis c'est du stand-up, donc ça sonne bizarre de revenir dans un stand-up. Il y a le mec qui repart. Je fais oh, qu'est-ce qu'il quoi Ouais, ah. Et il se retait, il disparaît. Là, il y a les mecs de la sécu qui viennent le voir en lui disant dis donc, faut se calmer. Donc tu perds tout. C'est-à-dire que tu sais pas, t'as pas réussi à le gérer toi sur le plateau. Ouais. Tous les mecs prennent à ta place le leadership et là c'est mort. Donc je vais faire un quart d'heure. J'ai dû faire 9 minutes. Et ouais, c'est les 9 minutes les moins agréables sur un plateau que j'ai passé de ma vie. Ah ouais. Ça a pas été un four total parce que voilà, t'as toujours 3 mecs devant qui te regardent avec de la sympathie. Ouais. et allez-y. Nous non plus, on n'a pas envie d'être à ta place. Mais après, je sais pas si toi t'as vécu des gros fours comme ça ou des trucs où t'as l'impression que les gens te haïssent réellement, où tu sors du plateau en te disant mais j'aurais même pas pu. Enfin. Ailleurs, non, Ouais. mais juste, oui, je sais pas si c'est Après, ça pire. marche pas, Je sais pas si ce qui est pire, si c'est l'haïssement ou la pitié, quoi. Tu Ouais. vois, je trouve que c'est presque mieux Oh, le que les gens t'haïssent, tu vois, en disant, oh, moi, quel connard, au moins, de, Ouais. oh, le pauvre, tu vois, genre. Moi, j'ai eu ça un jour, c'était Ouais. au Paname, mais là pour le coup j'avais suffisamment avancé Ouais. pour arriver au stade. Donc c'était au Paname, je testais un truc de Ruquier et je fais une vanne et elle marche pas du tout. Et c'est vraiment ça ne fonctionne pas. Puis moi je Ouais. voulais ouvrir au Paname parce que du coup, comme les conditions étaient dures, c'était pas mon public du tout. Ouais. Qu'en plus c'était un nouveau sketch que Et j'ai jamais le Paname testé. est très bien pour. Voilà. Et là je savais que le lendemain chez Ruquier, si j'avais des rires au Paname, Ouais. le lendemain chez Ça allait Ruquier, marcher, c'était ouais. réglé. Et donc j'y allais. Et donc je monte sur scène et je me prends un four de 2 minutes, 3 minutes. Ouais. Je refais une nouvelle vanne, elle remarche pas, je fais oh. Et je sors mon portable pour regarder le texte. Mais j'avais suffisamment d'expérience pour me dire c'est pas grave, je m'en fous, les gens ils payent pas. Ouais. Vous venez voir du truc, bah voilà, on Ouais, vous ouais. ment pas quoi, tu vois. Ouais. Et là j'entends une meuf qui fait oh le pauvre. Et je m'arrête et je fais 10 minutes sur le oh le pauvre. J'ai juste, on s'en bat les couilles. Quand t'arrives au stade où tu peux entendre oh le pauvre et t'en battre vraiment les couilles, Ouais. je pense que c'est là que tu deviens vraiment. Et j'ai eu du rire comme jamais. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une espèce de gêne qui s'était installée. C'est sûr. À un moment, la meuf, elle a dit ce que tout le monde pensait, à savoir putain, ça doit être dur. Et moi, je leur ai dit non. non, moi, Moi, monte je sur vais scène. Moi, je attirer, prends mes hein. notes, hein. J'ai mon téléphone, je regarde ce qui est drôle, ce qui est pas drôle. Moi, Ouais. c'est demain que c'est important. Hein. Vous, je suis désolé pour vous, hein, mais vous pouvez crever. C'est pas vous que je cible, c'est Ouais. terrible, mais vous êtes des cobayes, vous êtes venus pour ça.
Et vous le savez en plus, quand vous payez 0 à l'entrée, vous vous doutez bien, enfin en tout cas vous n'avez pas d'excuse pour attendre de la qualité, tu vois. Si vous avez envie de qualité, vous avez payé 50 boules avec Gad Elmaleh, et là vous pourrez dire le pauvre si c'est pas drôle. Ou là, même te voir dans ton spectacle déjà. Ou même c'est ça, vous pouvez exiger quelque chose, mais là vous pouvez pas le faire. Mais c'est marrant d'avoir cette espèce de, encore une fois, de lâcher prise qui te permet de mais c'est ça, quand il faut être invincible en fait. C'est que quand tes vannes marchent, t'es fort parce que ça marche, et quand ça marche pas, t'es fort parce que tu arrives à rebondir. Et t'es fort parce que ce que tu dis, en fait, c'est pour ça que j'admire Louis C.K. et que je trouve très intéressant, c'est que comme il fait rire sans vanne, quand un rire qui était prévu n'intervient pas, ça choque personne. Nous, quand on arrive avec des vannes, tu fais ta vanne et elle marche pas, les gens font. On sent le silence. Alors que quand tu arrives avec des choses intelligentes et que tu racontes des choses, au pire, ça devient de la philosophie. Au pire, c'est plus du stand-up ce que tu fais, c'est c'est un discours. C'est un discours. Et c'est pas si gênant que ça, si c'est intéressant et que c'est bien travaillé et que c'est bien réfléchi. Surtout si c'est intéressant, parce que ça passe justement. Si c'est un discours sur des trucs qui intéressent personne. L'autre question, c'est est-ce que tu as une question pour moi? Et oui, j'en avais effectivement. Déjà, t'as commencé avec. C'est quoi ton rêve? C'est-à-dire mon. Ça va loin, hein? Le truc idéal. Dans ta carrière. Quel est ton objectif? Est-ce que tu considéreras que tu as réussi ta carrière? À quel moment tu considères que tu as réussi ta carrière? Voilà, disons le plus concrètement. C'est intéressant parce que c'est un peu, on a parlé Olivier Amour et moi, et c'est un peu de durer déjà, c'est une grande réussite. C'est-à-dire de pouvoir être là toujours. Déjà, dans 30 ans, par exemple, ça c'est quand même cool. Mais je peux pas mentir non plus que si je reste à ce stade-là et je serai toujours le même salle dans 30 ans, je sais pas, même idéalement, je vais dire, j'ai réussi, mais quand même, je dirais, j'aurais pu peut-être faire une salle un peu plus grande ou... Donc, est-ce qu'il y a un rêve en particulier? Ça sera de remplir la salle régulièrement, et aussi, je pense, changer de spectacle aussi assez régulièrement. Je sais pas à quelle fréquence Louis C.K. fait ça chaque année. Mais comment il fait? Parce qu'il a 25 ans de carrière derrière lui aussi, ça aide. Mais je pense que si j'arrive à... Le rêve, c'est vraiment de monter sur scène, être le plus sincère possible. C'est-à-dire de creuser de plus en plus, être le plus sincère possible. Mais justement, donc c'est pour ça, il n'y a pas un but, il n'y a pas un moment forcément qui... Justement, on parlait de bouddhisme, c'est pas en arrivant, c'est le chemin qui compte. Et c'est très cliché, mais je trouve que c'est vraiment vrai quand on parle du stand-up. Et donc, c'est mon rêve, pour que mon spectacle évolue avec moi. Si c'est clair, tu vois. Je vois tout à fait. Donc... avoir suffisamment de public pour pouvoir et bien sûr le côté financier, c'est ça, parce qu'on peut pas s'en cacher, hein. Il y a un moment, faut bouffer, et puis donc faire cet équilibre pour que j'arrive, et c'est pour ça que Louis C.K. ou plein d'autres humoristes sont forts, c'est qu'ils sont arrivés à remplir la salle en étant encore plus authentique et encore plus sincère. Mais à la base, ils avaient quand même quelque chose, non? C'est pas des mecs qui ont débarqué d'un coup. Non, Louis C.K. était déjà très drôle. Je l'ai vu quand j'étais à New York. Je l'ai vu dans un petit plateau, un peu branchouille, tu vois. Mais avant qu'il a fait ce énorme basculement vers quelque chose très authentique, qui était il y a peut-être 8 ans maintenant, tu vois. Avant, il était déjà hyper drôle, mais plus dans l'absurde. Tu vois, un peu moins authentique, mais on voit aujourd'hui toujours dans ces spectacles cette touche d'absurdité qui est toujours là. Tu vois, donc il est arrivé à mélanger des choses assez personnelles avec des touches d'absurde, tu vois. Et avant, c'était plus absurde et un peu moins personnel, genre des observations très drôles, tu vois, bien vues. Et donc, oui, il était très drôle, mais il n'était pas forcément... Il avait pas forcément sa propre voix.
Ouais. Donc il avait un style, mais pas une voix. Je sais pas si tu vois je vois tout à fait. la différence. De réussir à faire les deux, quoi. De faire remplissage et tout en étant sincère. Comment faire hein. Ça va être passionnant pour nous. Hein. Nous, on est vraiment la génération où déjà on va pouvoir bosser à 360, comme Louis C.K. le fait. Justement, c'est un mec qui a évolué avec son temps. Et les humoristes doivent être ancrés dans leur temps, je pense. Et là, pour moi, tout le remplissage et tout ça, ça va être très marrant là parce que la télé va mourir, qu'Internet prend le dessus, et qu'en même temps, tous les mecs qui sont sur Internet sont pas forcément bons sur scène. Et donc, il faut trouver un moyen nous d'exister dans tous ces trucs-là. Ça va être marrant le bordel qui va ressortir de ça. Mais je pense que tu avais complètement raison avec ton expérimentation avec l'Olympia. C'est quand tu as dit fuck aux producteurs, et je pense qu'ils ont la trouille. Ils flippent là. Hein. Parce que si toi tu as 500 000 suiveurs sur Twitter, t'as plus besoin de producteur. T'as besoin de personne. Ouais. tu dis je joue ici, bam, tu remplis ta salle. Et c'est une grande force. Moi, ça c'est perspective humoriste, mais je pense pour les musiciens c'est pareil. C'est-à-dire que de plus en plus, grâce à Internet et les réseaux sociaux, vraiment, on peut être de plus en plus indépendant. Exactement. Et ça c'est bon parce que tout ce qu'on veut nous à la base, avant tout, c'est vraiment de la liberté. Ouais. Et on est en train de pouvoir la toucher du doigt grâce à Internet. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Voilà, finalement, on a fini notre conversation. Verino et moi, j'espère que ça vous a plu. J'espère que la deuxième partie vous a plu aussi. Mais vraiment, chapeau à Verino. Quel culot d'avoir lancé un tel défi de jouer à l'Olympia et d'avoir eu autant de succès. Vraiment, chapeau. Si vous voulez le voir, je le conseille vivement. Son spectacle, il faut aller le voir au Grand Point Virgule entre mercredi et samedi. Si vous voulez me voir, je joue tout le mardi à 21h30 en français au gymnase. Je joue tout le jeudi dans une pièce que j'ai coécrite avec ma chérie qui s'appelle Jeune couple cherche public. Ça, c'est à 21h30 au théâtre Montmartre Galerie. J'anime le plateau en anglais qui s'appelle The New York Comedy Night, qui est le meilleur du stand-up en anglais à Paris, tout le vendredi à 21h30 au Sceaux Gymnase. Et je joue mon spectacle en anglais tout le dimanche à 18h à la Nouvelle Scène. Phew. Donc, bien sûr aussi, on a une page Facebook, likez-le. Ça existe, likez-le. Ok, je sais pas. Bon, vous avez compris. À la prochaine.